Yo les potes, C'est les conneries rugbystiques. donc c'est Arthur et Max des conneries rugbystiques. Aujourd'hui on lance notre chaîne YouTube avec un petit débat. C'est est-ce que la meilleure génération ce serait celle de 2022 ou celle de la Coupe du Monde, donc 2011. Donc ça correspond bien au thème, puisque ça c'est le ballon de la Coupe du Monde 2011, auquel l'équipe de France est allée jusqu'en finale de la Coupe du Monde. On s'exprimera pas sur la finale. C'était difficile quoi, c'était Surtout plutôt... l'arbitre. Ouais, Donc l'arbitre, voilà. ça nous a fait mal au cœur quoi. Mais bon, c'était quand même un beau parcours, mais on va revenir là-dessus sur le parcours de l'équipe de France, mais plus principalement sur la génération de 2011 et Qui- celle de 2023. Alors, donc dans un premier temps, Mm. pour toi, Max, Ouais. c'est laquelle celle qui pour toi est la meilleure? Bah, c'est difficile parce que si je reviens sur 2011, cette équipe de France c'était une équipe qui était en fin de cycle quasiment parce qu'il y avait des joueurs qui avaient disputé la Coupe du Monde 2007, qui avaient quand même engrangé de l'expérience. Une trentaine la moyenne d'âge c'était 30 ans je crois. Et c'est vrai que 26 cette année. c'est vrai que, bah oui, justement, c'est ça, parce que l'équipe de France de 2023, la moyenne, c'est 26 ans. Donc, en fait, elle a gagné tôt le Grand Chelem il y a un an. Donc, forcément, bah, ils ont beaucoup plus de vécu. Et justement, c'est par rapport à ça que, bah, ce qui est assez fort, c'est que, bah, en très peu d'années d'expérience de haut niveau qu'ils ont pu jouer, bah, ils ont pu engranger de l'expérience et pouvoir aller chercher ce Grand Chelem et d'être l'un des grands favoris pour remporter la Coupe du Monde C'est cette année. ça. Je pense qu'aujourd'hui, même ce que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau donc Toulouse, qui est notre équipe favorite, Ouais. bravo à eux d'ailleurs pour le bouclier de Brennus. Nous avons donc en 2011, nous avons essentiellement une ligne de trois quarts qui est celle de l'équipe de France et qui était celle aussi en 2007 de l'équipe de France. Alors qu'aujourd'hui, tu as remarqué que même les premières lignes, comme par exemple, on a certains joueurs comme Cyril Bay, d'ailleurs j'ai fait une photo avec lui, un super gars. Il vous le montrera à la photo dans la vidéo. Tout à fait. Je posterai la photo. Donc Cyril Bay, Julien Marchand, Thibaut Flamand et des joueurs comme ça, ils sont aussi appelés en équipe de France. Donc il y a un niveau, je pense que les avances depuis quelques années ont un autre niveau technique et ce ne sont pas que des boules de... Ouais. Ils sont pas que gras, je pense qu'ils sont très très musclés et c'est des joueurs qui ont aussi je un trouve- énorme cardio. Mais je trouve que ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait le niveau de jeu est totalement différent. Parce que si tu regardes 2011, tu étais plus sur du jeu vraiment physique, vraiment dans le pick and go, il y avait C'est peu ça. de jeu. Alors qu'aujourd'hui, c'est Il y a vraiment, une il y a espèce un de aspect tactique, il y a créativité, beaucoup plus de créativité, il y a beaucoup plus de technique. C'est vraiment porté sur l'avant et ça se voit que c'est très ajusté. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une. Avant, c'était très très physique et aujourd'hui, il y a peut-être une dimension un peu plus technique et les joueurs innovent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'ils se sont tournés vraiment dans le pragmatisme, vraiment dans un style de jeu où on est capable de produire du jeu et on est capable d'être pragmatique et de mettre les points quand il faut. Et surtout, regarde en 2011, la France perd quand même deux matchs en poule. Ouais. Aujourd'hui, si la France perd pardon, un match comme face à l'Irlande, ils sont capables de se remettre en cause, de réavancer et de faire un match de super grande qualité comme face à l'Écosse, malgré la perte malheureuse d'Anthony Joon. D'ailleurs, on espère clairement qu'il sera dans la liste des 42 et ça m'a l'air très très bien parti. Ouais. Après, si je reviens, excuse-moi, parce que je reviens sur 2011, parce que tu me disais que l'équipe de France avait perdu 2 matchs sur 4 dans les phases de poule. Mais après, ces faits de jeu-là, ça ne date pas de 2011, parce qu'avant, il faut savoir que l'équipe de France a fait le Grand Chelem en 2010, mais qu'elle était quand même une équipe qui était capable du meilleur comme du pire. Et si je peux te donner une référence, c'est parce que, exemple,
dans le test match France-Australie en novembre 2010, donc des test matchs au mois d'automne, ils se sont pris 60 points approximativement contre l'Australie. Donc tu peux regarder que la France, elle est capable de faire de belles choses, mais tout comme faire des matchs catastrophiques et de rater les matchs, de passer complètement à côté. Après, est-ce qu'elle n'était pas en fin de cycle avec des joueurs qui savaient qu'ils ne feraient plus partie de la liste du sélectionneur? Mais l'équipe de France de 2011, c'était une équipe extraordinaire, mais elle était irrégulière. Et là, le truc, c'est que aujourd'hui, l'équipe de France d'aujourd'hui, elle est beaucoup plus régulière. Parce que l'équipe de France d'aujourd'hui, sous le mandat de Fabien Galtier, c'est 80% de matchs gagnés. Donc, alors qu'en équipe de France de 2011, je ne saurais pas vous dire le pourcentage de victoires, mais elle était beaucoup plus irrégulière que celle de cette année. D'accord. Après, dans un deuxième temps, je pense qu'on va discuter aussi des joueurs. Pour toi, qui sont les joueurs irremplaçables dans cette équipe de France de 2011 ou de 2022-2023? Ceux qui sont irremplaçables, c'est vraiment... il faut regarder par rapport au poste. Parce que quand tu mets la charnière Dupont et Tamac, c'est une équipe auquel ils se sentent quasiment sur d'eux. Mais tu remarques que c'est les chefs d'orchestre. Voilà. Ce sont les chefs d'orchestre de cette équipe de France. Mais quand tu regardes la paire de centre Ficou-Danty, tu vois que ces mecs-là, ils sont capables de te faire gagner des matchs et de gratter des ballons au moment où il le faut. Je pense qu'il y a deux joueurs surtout qu'il ne faut surtout pas qu'on perde pour moi. Il y a un avant et un arrière. Ouais. L'avant, c'est Grégory Aldrit. Ouais. Le troisième ligne centre, Rochelet, qui est un joueur extraordinaire. Ouais. Un des meilleurs à son poste, voire le meilleur aujourd'hui. Et en arrière, par contre, c'est Ficou. Ouais. Ces deux joueurs-là, si on les perd, je sais absolument pas qui on pourrait mettre. Parce que, regarde, Marchand, Baye et Antonio. Ouais. Donc Awas, bon, on n'en parle plus, il ne sera plus dans l'équipe de France. Ça, c'est dommage, mais bon, il a fait trop de conneries. Mais quand Marchand s'est blessé face au All Blacks, avant la tournée d'automne et le match contre le All Blacks, tu as Movaka qui était là, qui a pris la relève. Tu as des joueurs comme Gaëtan Barlow, Uni Antonio, il est remplaçable. Il y a son coéquipier Reda Wardi qui peut le remplacer. Après, Grégory Aldrit, je vois absolument pas qui pourrait le remplacer. C'est le fer de lance de l'équipe de France. Dupont, il est très très fort, mais quand il s'est pris son carton rouge contre les Springboks, le cul, il a su très bien le remplacer. Il va se le remplacer. Le Garec peut faire finisseur. Ça. En fait, je crois que la force de cette équipe de France de 2023, c'est qu'elle a des ressources, en tout cas, à finir les matchs. Parce que c'est vrai que pendant 10 ans, c'était compliqué parce que l'équipe de France n'arrivait pas à tenir le score, elle craquait à chaque fois. Et là, tu remarques, l'équipe de France, elle a des remplaçants qui est capable de finir des matchs et capable de concrétiser leurs efforts et de gagner les matchs. C'est ça, mais par contre, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est vraiment le côté, si Aldrit se blesse, on met qui? Si Ficou se blesse, clairement, ça fait 10 ans qu'il est en équipe de France. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais il disait le meilleur joueur du monde, en fait, on se plante tous, c'est Ficou. Ficou, il est exceptionnel comme joueur. C'est un joueur qui a un talent, mais alors fou. Si t'enlèves les Dupont et Tamac, moi je te mets Ficou, Aldrit. Dupont et Tamac, tu vois, ils sont remplaçables. Dupont, tu peux le remplacer par Maxime Lucu. Et Jalibert, tu le fais rentrer en fin de match si Tamac. C'est ça, Jalibert, il remplace Ntamak quand il s'est fait sa fracture de la mâchoire. Mais c'est vrai que je vais te dire un truc, c'est que j'aurais même pensé que ça aurait été bien de donner plus de chance à Jalibert, tu vois. Jalibert et Nolan Le Garec, parce qu'on ne voit pas trop Nolan Le Garec. Ouais, mais c'est vrai que Jalibert, sur certains matchs, il a fait des matchs quand même assez fantastiques, je dirais. Et que c'est vrai que
ce qui est, on va dire, bénéfique pour l'équipe de France, c'est qu'elle a des automatismes. Parce que si tu regardes l'équipe de France, je sais plus, t'as combien de joueurs du stade de Toulousain qui jouent ensemble. 11 ou 12. Ouais, tu vois, ils se connaissent, les mecs se connaissent, ils savent comment jouer, ils savent les stratégies qu'ils vont mettre en place. C'est ça. Si je reprends Dupont et Tamac, ça fait je sais pas combien de temps ils jouent ensemble, mais tu vois, eux ils ont des automatismes, ils jouent Au en. moins 5 ans, je crois. Ouais, ils jouent Stade Toulousain, machin, et puis ensuite ils rebasculent en équipe de France. Et la charnière remplaçante, Lucu Jalibert, il joue à l'UBB, l'Union ça. Bordeaux-Bègles. Donc ça veut dire que les deux charnières qu'on a pour la Coupe du Monde, les deux ils ont des automatismes. Et ça c'est un avantage, en tout cas concurrentiel par rapport aux autres nations auxquelles on pourrait susceptiblement les affronter ou tout simplement faire des grands matchs et de pouvoir rivaliser avec ces équipes-là et de pouvoir aller jusqu'au bout. C'est ça, moi je suis bien d'accord avec toi. Après, moi ce qui me fait stresser, et là depuis quelques temps, tu as remarqué, maintenant à chaque fois que les clubs de top 14 jouent, Ouais. t'as tout le monde qui a un peu peur, qui se dit si on casse un des joueurs, on est un peu dans la merde. Ouais, déjà la finale, tu remarques que tu as quasiment toute l'équipe titulaire, quoi, et C'est t'as ça. pas envie de faire péter un joueur, quoi. Donc tu resserres un peu les épaules, quoi. Tu commences à avoir un peu le petit coup de peur, quoi. Tu te dis, Le coup de frisson, quoi. si Aldrit ou s'il y a un autre joueur qui se blesse, surtout qu'Aldrit, je vois vraiment pas qui on pourrait mettre à sa place parce que Après, moi je sais pas si ça aurait été possible, tu sais, de mettre un Macalou. Parce que Macalou, tu vois que ce joueur, il est impressionnant parce qu'il est très polyvalent, parce qu'il est capable de jouer en troisième ligne aile, il est capable de jouer sur les ailes. Tu l'as très bien vu contre l'Afrique du Sud lors de la tournée de 2022. Après François Cros, tu l'as vu quelques fois de temps en temps en top 14, voire en équipe de France, quand Jolon s'est blessé, c'est lui qui a. tu l'as très bien vu. Il était même à Toulouse, il a joué une fois en troisième ligne centre, même s'il est troisième ligne aile de prédilection, quoi. Même si c'est son poste de prédilection, tu sens que le mec, il est capable aussi de jouer au centre pour dépanner, tu vois. C'est ça. Mais après, c'est vrai que sur du long terme, c'est toujours mieux d'avoir un Aldrit que d'essayer de bricoler et de faire avec. Alors qu'on a une équipe type totalement aujourd'hui. Pour moi, la paire de sang de troisième ligne, c'est vraiment Olivon, Gelon et Aldrit. François Cross, il a fait un boulot extraordinaire. Attention, moi je dis que François Cross, il a totalement sa place. François Cross, il est totalement à sa place. Il est totalement à sa place, même sa balance, parce que déjà Gelon il s'est blessé et François Cross il a très bien fait le taf. Il a fait du bon taf et on sait que tu peux compter sur lui. C'est un mec, tu peux compter sur lui. Tu sens que dans les grands matchs, il est là. Il était là en finale contre l'Angleterre lors du Grand Chelem, il était présent, quoi. Même Movaka, je trouve qu'il était un peu dans l'ombre de Julien Marchand. Et là aujourd'hui il est. Enfin dans l'ombre, il est remplaçant. C'est ça le problème, c'est parce que quand tu es remplaçant, forcément tu es programmé. Parce que si tu regardes. T'es remplaçant, donc t'es. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est que moi je pense que cette équipe de France là, c'est pas facile à gérer parce que tu te rends compte que tu as des joueurs qui sont programmés à être titulaires en top 14. Et en tournée de destination, voire pour la Coupe du Monde qui va arriver bientôt, et de convaincre ceux qui sont remplaçants de dire que vous êtes remplaçant et que vous êtes programmé à entrer, à finir le match, à faire le job, quoi. C'est difficile quand même. Humainement parlant, c'est difficile de manager et c'est là où ils sont forts quand même le staff de l'équipe de France. Les Galtier, Ibanez, tu sens que ils ont fait du bon boulot là-dessus parce que tu sens que en fait ils ont su dire
programmé sur le fait que il y aura une équipe titulaire et tu auras une équipe qui seront programmées à entrer en jeu s'il le faut et finir le match et de concrétiser leurs efforts. C'est ça. Et c'est le problème, je pense, à Toulouse et dans les équipes comme ça, c'est que tous les joueurs sont à peu près bons. Ouais. Malheureusement, ils peuvent. On connaît une partie des joueurs, on ne les connaît pas tous malheureusement, et on les voit pas assez. Et le fait peut-être que beaucoup de joueurs de Toulouse, par exemple, soient sollicités en équipe de France, ça permet aussi de faire jouer les autres. Et c'est peut-être pas une mauvaise chose de convoquer autant de joueurs. Après, est-ce que le fait. Ça aurait été inquiétant si on avait tous les joueurs de l'équipe de France à Toulouse. Par exemple, Damien Penaud qui quitte l'ASM et qui part en finale à Bordeaux. C'est peut-être mieux aussi pour l'équipe de France de ne pas avoir que des joueurs 100% toulousains. Ouais, bah oui, bien sûr. Après, moi je pars du principe que dans une équipe, quel que soit le contexte, c'est toujours mieux d'avoir des automatismes. Pour moi, plus tu as deux joueurs qui jouent ensemble en club et qu'ils sont susceptiblement, ils peuvent jouer en équipe de France, tout est bénéfique pour l'équipe de France, quoi. C'est ça. Pour moi, je pars du principe que plus tu as deux joueurs qui jouent ensemble en club et qui jouent en équipe de France après, c'est toujours mieux, quoi. Et j'ai une petite question pour toi. Si tu devais citer un joueur qui s'est révélé pendant le tournoi à destination, tu prendrais qui? Moi, je te dirais Thibaut Flamand. Parce qu'il faut regarder le mec. Parce que c'est vrai qu'on parle du Grand Chelem de 2022. Parce que Woki il a fait un tournoi extraordinaire aussi. Mais c'est là où ça a été intéressant. C'est que Flamand, il a pris la place de Woki. Et tu sens qu'il était présent dans les grands matchs, quoi. Je vais pas t'en citer contre l'Angleterre où tu as vu, il marque un doublé, il est présent sur les plaquages. Ouais, l'Angleterre, ça a quand même été un peu royal. C'était 3 doublés. 2. 3. Ah ouais? Bah oui. Ah oui, il y avait Flamand, Olivan et Penaud. Bah oui, bien sûr. Et le premier essai marqué par Ramos. Ouais, mais moi c'est pour dire que Flamand, il a fait un tournoi extraordinaire, quoi. Je peux te dire même qu'il peut être titulaire pour la Coupe du Monde, quoi. Moi je verrais bien, ma révélation, Ouais. celui que j'ai bien aimé et qui était pas mauvais, qui est un peu un outsider et qui sort un peu du lot, qui était pas très connu, c'était Ethan Dumortier. Ouais, c'est vrai que... Dumortier c'est quand même 2 essais en 3 matchs, c'est ça? Ouais, mais après, je dis pas qu'il. Voilà, mais après, il faut les mettre, les essais. Hein. Attention, il faut les mettre, les essais. Mais après, pour moi, je pense pas que ce soit la plus grande révélation pour moi. Parce que pour moi, c'est. Je t'ai dit Flamand, mais pour moi, c'est pas. Est-ce que c'est une surprise ou non? Je sais pas, mais. Parce qu'on parle de Jaminet et tout, mais Thomas Ramos, il m'a vraiment convaincu. Il m'a convaincu parce que le mec. Tu sens que ça fait 4 ans qu'il essaie de trouver sa place en équipe de France. Et que tu sens que Galtier lui a fait davantage plus confiance à sa capacité à être pragmatique sur le jeu au pied. Ramos, tu sens que le mec, il concrétise, il est tueur au pied, quoi. Le mec, c'est un tueur au pied, quoi. Ramos, j'avais du mal en fait à cerner ce joueur-là. Ouais. Je sais pas pourquoi, il y avait un truc qui me revenait pas, j'avais du mal à cerner ce joueur-là. Ouais. Et en fait, sur ce tournoi, il a été plutôt pas mal, il a été vraiment bon. Ouais. Après, Dumortier, tu vois, il est déjà très bon, il est encore jeune, il a très très peu d'expérience. Je crois que ça doit être sa première titularisation en équipe de France. Et il nous sort déjà 2 essais sur 3 matchs, c'est quand même remarquable. Et des essais pas évidents. Un premier essai face à l'Italie sur un match qui est un peu brouillon et sur sa première titularisation. Deuxième essai face à l'Écosse, une nation qui gagne en puissance depuis des années. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup du Pays de Galles, de l'Irlande, de l'Angleterre, qui est en perte de vitesse, mais on parle très peu de l'Écosse.
l'Angleterre est quand même en perte de vitesse. Je suis désolé, mais t'as L'Irlande. vu le. Non, pas l'Irlande, mais l'Angleterre. Ah oui, l'Angleterre, oui. L'Angleterre est quand même en très très grosse perte de vitesse. Ah C'est oui, dans une ouais. situation qui est très très critique. Ah oui. Même pendant dans le championnat anglais, t'as quand même des clubs qui se cassent la figure et qui. Hmm. Les Worcester qui se cassent la figure, je crois. Ouais. Les Wasps. Les Wasps qui se Ouais. cassent la figure. Les London Irish qui sont en train de se casser la gueule aussi. 30 millions quand même de dettes. Ils payent la moitié des salaires depuis mai. Je suis désolé de dire ça, mais à un moment, le rugby anglais est dans une très très mauvaise passe. Et je pense qu'il y a un problème. Et là, aujourd'hui, regarde, même pendant les compétitions européennes, entre la Challenge Cup et la Champions Cup, ça fait quand même 3 ans d'affilée que ce sont des clubs français qui gagnent. Pour la Challenge Cup, ça a été Montpellier, Lyon et Toulon. Alors qu'en Champions Cup, c'était Toulouse et le La doublé Rochelle, de La Rochelle. Très très grande équipe d'ailleurs, Ouais. La Rochelle. Bravo à eux et c'est dommage pour le top 14, mais je pense que dans pas Après, longtemps. je pense que La Rochelle, c'est un peu, si tu veux, cette équipe comme Clermont à l'époque, tu sais, c'était un peu le beau perdant parce qu'ils perdaient souvent des finales de top 14 et que ils ont fini par la gagner une Je fois. crois que ça a été 2 finales sur 3 12 même. ou 14. Trois Non, ou 2 quatre. finales gagnées sur 12 ou. Ouais, mais je te parle des défaites. Ils ont perdu 3 ou 4 finales et Non, ils ont ont gagné perdu. une. Ouais, mais Ils je en te ont parle perdu beaucoup. d'avant. Je te parle d'avant. Je te fais référence par rapport à Clermont parce que La Rochelle, ça fait 2 fois qu'ils perdent Ah oui, la finale de top 14 et Clermont, à une époque, ils avaient perdu peut-être 3 ou 4 finales et Ils ont ils en ont perdu gagné énormément. une. non, ils en ont perdu vachement. Ils en ont perdu. Ouais. Vérifie, mais je crois qu'ils en ont perdu genre 12 sur 14. Ah bon? Je crois, vérifie, mais. Je sais pas, voilà, c'est ça aussi. Regarde sur internet tout de suite. Combien Je ils crois ont qu'ils perdu? ils en ont perdu la masse. Tiens, je te le tiens, le beau ballon de la Rugby World Cup 2011. On parlera toujours pas de la finale Ouais. qui est déplorable. Ouais, bah oui, on peut dire ça comme ça. Regarde le nombre de finales perdues. On va regarder ça tout de suite. Je crois que c'est. Ah oui, la SM Clermont-Auvergne, ils ont perdu 12 finales de top 14. Sur 14 tentatives en finale, les Jaunards ne se sont imposés qu'à seulement 2 reprises, 2010 et 2017, avant son premier sac en top 14 en 2010 contre Perpignan. Clermont avait échoué à 10 reprises aux portes du bouclier de Brunus. C'est Mais- quand même énorme, quoi. C'était l'époque où tu avais encore Aurélien Rougerie. Ouais, Je crois qu'il s'était fait une sale blessure à un moment, genre il s'était fait ouais, une fracture au niveau des cervicales, ça avait endommagé le larynx, il avait une voix un peu plus Ouais. gros qu'avant. ouais, c'est vrai. Mais ouais, donc voilà, je pense que La Rochelle, c'est une équipe qui va gagner, ça c'est sûr. Ouais, totalement. Il leur faut un peu de temps, mais là depuis. Il leur faut ce déclic, tu sais, de se dire qu'ils peuvent gagner, tu vois. Et c'est là où c'est difficile parce que moi j'ai toujours pensé que la bête noire de La Rochelle c'était Toulouse, que la bête noire de Toulouse c'était le Leinster et que la bête noire du Leinster c'était La Rochelle. Finalement, Pour le compte, tu vois. et ce qui est étonnant, c'est que Toulouse, t'as vu, ils gagnent toujours dans les dernières minutes. Hmm. Là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gagné vraiment grâce à un essai miraculeux de Romain Tamek. Donc voilà, mais non, c'est. Je pense que Toulouse, Ouais. ils ont ce pragmatisme et La Rochelle, je pense, peut l'obtenir. Il faut un peu de temps, il faut gagner en expérience, mais en tout cas, ils ont un groupe Ouais. qui marche plutôt bien. Ouais, totalement. Donc voilà. Non, c'est cool parce que c'est vrai que ça montre à quel point le top 14 est vraiment attractif dans le monde du rugby et que on remarque que tu as des clubs français qui font plus que rivaliser avec les autres pays et de voir que maintenant tu as des clubs français qui sont capables de gagner des Coupes d'Europe, qui sont capables de rivaliser avec les meilleurs et que tu sens qu'une équipe de France a une énergie qui fait que
as les bons clubs français qui commencent à gagner et que tu sens que ça tourne bien, quoi. Et tu vois, même au niveau de la Champions Cup, bon, les 3 équipes Sudaf, c'était qui? C'était donc les Sharks, les Stormers et les Bulls. Ouais. Ils ont été évincés tout de suite de la compétition, ils ont perdu énormément. Après, moi, je voyais pas d'intérêt de les intégrer parce que c'est pas le principe d'une Coupe d'Europe. Parce que une Coupe d'Europe, pour moi, c'est que les clubs européens qui jouent ensemble. Sinon, on aurait créé une autre compétition ou la Coupe du Monde des clubs, je sais pas. Sinon, ça aurait été ça. On aurait fait une Coupe du Monde des clubs à la pour limite. avoir discuté avec des supporters des Harley Queens, des supporters britanniques des Harley Queens, au match Racing Harley Queens, même eux ne comprennent pas en fait pourquoi on a des clubs sud-africains. Ouais. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, on n'a pas. Oui, mais tu m'as posé la question par rapport à la Coupe du Monde. Oui, de l'équipe de France de 2023, mais tu m'as pas. On n'a pas trop parlé de l'équipe de France de 2011. Et moi, je voulais te retourner la question. C'est pour toi, cette équipe de 2011, pour toi, c'était qui les joueurs qui t'ont le plus marqué? Et est-ce que pour toi, en fin de compte, cette équipe de 2011 est-ce qu'elle était peut-être meilleure que celle de 2023? Alors pour moi, en fait, en 2011, les joueurs qui m'ont vraiment marqué, il y a eu vraiment Thierry Dusautoir, en fait, c'est vraiment le joueur qui m'a marqué, avec son côté digne à la fin, même dans l'injustice du dernier match. Il y a vraiment eu ce côté d'une dignité dans la défaite qui est extraordinaire. Totalement. Il était extraordinaire. Ouais. Donc voilà, ça c'est le joueur qui m'a vraiment marqué. Je pense que si Michalak avait été là, ça aurait été différent, mais voilà. Et pour moi, en fait, en 2011, il y avait une partie des joueurs qui avaient une trentaine d'années déjà, une grosse partie, et ils étaient peut-être à leur meilleur niveau, mais dans le dernier tiers de leur carrière, ils commençaient un peu à avoir plus d'une trentaine d'années. Et aujourd'hui, je trouve que l'équipe de France, qui a en moyenne un peu plus de 26 ans, avec quelques joueurs plus âgés, est bien meilleure qu'en 2011. Donc ça va peut-être pas plaire aux parents et à certains, mais pour moi, la meilleure génération, ce serait 2022-2023. Je sens que je vais me faire éclater dans les commentaires, mais en tout cas... Après, je sais pas. Après, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment une réaction à chaud. C'est vraiment. On a parlé de l'équipe de France de 2023, on a parlé du top 14, on a parlé de l'actualité du rugby, on a parlé aussi de l'équipe de France de 2011. C'est une petite vidéo, voilà, on parle d'actualité. Donc, lancer notre chaîne aussi. Voilà, et puis vous pourrez écrire dans les commentaires ce que vous en pensez à peu près sur la globalité de ce qu'on a pu parler dans cette vidéo. Et vraiment, voilà, c'est ça qui est chouette, c'est que la Coupe du Monde de rugby de cette année va arriver très vite, c'est en France, donc ça va être une très belle fête. Et on espère vraiment de tout cœur que l'équipe de France, ils iront le plus loin possible et qu'ils soulèveront le trophée Webb Ellis. Et puis, il est là, le coq. Le coq sera toujours avec nous. C'est ça. Et puis, nous, on fera une petite vidéo, je pense, au Stade de France le 27 août pour France-Australie. Après, je pense qu'on va avoir pas mal de vidéos maintenant. Après, je vous mettrai la super photo avec Monsieur Cyril Bay, le meilleur pilier droit du monde pour moi. Dans un jugement très objectif, évidemment, toujours. Donc voilà, écoutez, merci pour votre temps et puis bon visionnage et à bientôt. À bientôt. C'était les conneries rugbystiques. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.